Est-ce qu'il y a déjà des personnes parmi vous qui ont entendu des gens se plaindre de personnes qui ne savaient pas déléguer? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ouais. Ah, pas mal. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont entendu des personnes qui sont venues vous voir en vous disant « je ne sais pas déléguer, c'est un problème pour moi ». Ouais, il y a une personne. Bon, bravo, ça veut dire que tu as réussi à... Tu as un truc spécial. Donc, il y en a beaucoup moins. Du coup, je me suis demandé, mais comment ça se fait, ce décalage entre le nombre de personnes dont on peut se plaindre parce qu'ils ne savent pas déléguer et le nombre de personnes qui viennent vous dire qu'ils ne savent pas déléguer? Est-ce que ça ne serait pas la honte de ne pas savoir déléguer? Puis pourquoi? Et puis, l'été dernier, c'était dans la période mariage post-Covid. Vous voyez, il y en avait plein. Il y a tous les rattrapages à faire. Donc, je me suis retrouvée au mariage d'un ami. Je ne connaissais pas très bien la mariée, comme il vivait à l'étranger. Et du coup, à la fin du mariage, j'ai voulu la féliciter. Elle était enceinte, déjà de 5 ou 6 mois, en lui disant bravo, moi, enceinte, j'aurais jamais eu l'énergie, ni même l'idée de me marier, quoi. C'est organiser un mariage, tout ça, pouf. Et là, elle m'a répondu non, mais c'était facile, je suis manager. Du coup, je sais déléguer, c'est ma compétence. Du coup, j'ai rien eu à faire, j'ai même pas eu besoin de goûter le gâteau. C'est un super pouvoir magique d'être manager. Voilà. Le mariage, finger in the nose, quoi. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, juste avant de continuer, je voulais juste vous poser la question, à votre avis, ça veut dire quoi déléguer au fait? Parce que bon, ça paraît évident, mais du coup, ça veut dire quoi? Est-ce que ça serait faire travailler quelqu'un à sa place? C'est pour ça que c'est finger in the nose d'organiser son mariage quand on sait déléguer? Ou est-ce que c'est partager une responsabilité avec une autre personne? Ou une autre définition? Et qu'est-ce que vous entendez par là? Et j'ai fait une bêtise apparemment. Non, c'est bon. À votre avis, qui serait plutôt pour le A? Pas trop de monde. Le B? Vous va, vous convient? Ok, est-ce qu'il y a un C quelque part qui entend quelque chose d'autre par délégué? Non? Ok. Alors moi, je vais plutôt partir sur le B. Mais si du coup, s'il y a des choses qui vous choquent, parce que je parle de délégation dans un contexte où ça ne vous paraît pas de la délégation, j'en reviendrai à ces définitions. C'est que moi, là, je vais parler de comment on fait pour partager des responsabilités avec quelqu'un, au sens large. Pas juste de refiler son boulot à quelqu'un qu'on paye. Mais de façon plus générique, à comment on fait pour partager les responsabilités avec d'autres personnes. Et donc, ça peut être des personnes à qui on est à égalité, en fait. Du coup, une des premières choses que j'ai entendues sur les conseils sur la délégation, c'était commencer par déléguer les tâches à faible valeur ajoutée. J'ai entendu ça, un conseil pour les jeunes femmes entrepreneurs, quelque chose comme ça. Ça paraît évident. Voilà. Et du coup, j'ai une petite question à vous poser. Je vous propose de venir sur Menti si vous avez tous accès à Internet pour y répondre. Puis, je vais vous y amener. Est-ce que vous avez déjà été frustré? Vous êtes dessus? Non? On va lisez tranquillement, je vous introduis le truc. Ouais, pardon, c'est ma faute. Je suis rouillée. Hop, ça ne marche pas. Voilà, le QR code. Sinon, le numéro sur menti.com. C'est quoi ces petits cœurs? Première fois que je vois ces petits cœurs. Est-ce que c'est bon? Alors, je peux commencer. Alors, ma question, est-ce que vous avez déjà été frustré après qu'on ait rempli votre lave-vaisselle pour vous, vidé vos poubelles, vérifié votre santé, check-up, voilà, réalisé votre comptabilité, réparé votre voiture, coupé vos cheveux ou rangé vos affaires? S'il y en a plusieurs, mettez là où ça a le plus été frustrant, l'expérience la plus frustrante.
Vous pouvez en mettre plusieurs. Si... Pardon? Il n'y a pas une option non? Rien du tout? Ouais, rien du tout. Bah, ne coche rien, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous remarquez en regardant ça? Que les tâches bien pourries, globalement, ça ne gêne pas vraiment. Les tâches bien pourries. Est-ce que c'est comme ça que tu l'interprètes? Tâche pourrie versus tâche pas pourrie? La compta et les poubelles, ça intéresse peu de gens. Bah, remplir le lave-vaisselle, c'est une tâche par contre qui est cool. Qui me semble moins pourrie que vider les poubelles. Ou faire sa compta. Ou réparer sa voiture, ça dépend des points de vue. Moi, réparer ma voiture, ça ne m'emballe pas des masses. Mais moi, du coup, j'ai une question. Et ranger ses affaires, par contre, c'est super cool. Du coup, il y a plein de gens qui sont frustrés. C'est l'orga des gens, quoi. J'imagine qu'il y a un... Qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi cette variation sur des tâches comme ça? Du coup, ah oui, j'ai la question d'après. Ça ne marche pas la télécommande avec ça, il mentit. À votre avis, un travail est plus difficile à déléguer lorsqu'il est complexe, difficile à réaliser, à forte valeur ajoutée, à fort investissement émotionnel ou pour une autre raison? Si vous ne savez pas, vous avez le droit de dire autre. Alors, il y en a qui hésitent avec complexe. Ah. Alors, mais on a quand même un gros gagnant sur la fort investissement émotionnel. Et moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Parce que regardez, même sur le slide précédent, qu'est-ce qui demande a priori le plus de compétences et le plus de diplômes dans ces trucs-là? Compétences plus spécifiques. La voiture, ouais, vérifier ma santé. Et pourtant, c'est celui où il y a eu le moins de frustration. Pourtant, les personnes qui peuvent vérifier votre santé, elles vont, a priori, vous allez devoir plus les chercher que les personnes capables de remplir votre lave-vaisselle. Ce sera peut-être plus difficile à trouver quelqu'un qui pourra vérifier votre santé que quelqu'un qui pourra ranger votre lave-vaisselle. Bizarrement. Surtout à Niort. Je ne sais pas les spécificités locales, mais il n'y a pas de médecin. Voilà. Et pourtant, il y a moins souvent de la frustration là-dessus. Du coup, bizarrement, contrairement à ce qu'on peut penser a priori, ça ne serait pas forcément ce qui serait si déterminant que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. On va dire, voilà, déléguez d'abord vos tâches à faible valeur ajoutée. Sous-entendu, un peu n'importe qui peut les faire, ça demande moins de compétences spécifiques, mais en fait, en fin de compte, ce n'est pas forcément ce qui fait que ça va être le plus difficile à déléguer, contrairement à ce qui pourrait être intuitif. Mais l'investissement émotionnel que vous avez avec le sujet va être clé. Et la tâche, alors, elle doit être simple à réaliser concrètement. Si le truc qui vous tient à cœur, si ça vous tient à cœur, que c'est important pour vous, ça va paradoxalement, potentiellement être très difficile à déléguer, plus difficile à déléguer. On en revient à la suite. Du coup, voilà, c'est mon premier apprentissage, c'est que, voilà, pour savoir si ça va être difficile, première chose à se demander, c'est est-ce que c'est votre bébé, ce sujet-là, au sens propre comme au figuré. A priori, ça va être plus difficile. À l'inverse, si c'est vos poubelles, que votre investissement émotionnel avec le sujet est faible, ça devrait être plus facile. Que la tâche demande des compétences spécifiques ou pas. Du coup, et souvent, c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à sous-estimer les difficultés. Pour moi, c'est la première erreur, c'est de se dire ce truc-là, il est facile à faire, donc il va être facile à déléguer. Et c'est la première écueil dans lequel je suis passée. C'est de me dire, ce truc-là, voilà, c'est facile, ça ne demande pas de compétences particulières, donc c'est facile à déléguer. Ouais, mais si c'est votre bébé, ça a beau être facile à faire,
potentiellement, ça va quand même être difficile. Du coup, ma première idée, c'est demandez-vous à quel point c'est important pour vous. Quel est votre investissement émotionnel avec ce sujet-là avant de le déléguer, pour ne pas être surpris. La deuxième idée reçue, je vais voir avec vous, c'est, que j'ai entendu, c'est simple, il suffit de ne plus s'investir. Ça pourrait paraître logique. Voilà, vu que c'est difficile à cause de notre investissement émotionnel, on n'a qu'à arrêter de s'investir émotionnellement avec le sujet, et du coup, on pourra le déléguer. Logique. Hormis le fait que ce n'est pas toujours si simple d'arrêter de ressentir ce qu'on ressent, mais il y a un autre sujet, une autre problématique vis-à-vis de ça. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est effacé. C'est la figure du manager absent. Moi, je l'ai vécu quand je commençais à travailler et je sais ce que c'est que les personnes, ils délèguent tellement que, voilà, ils vous refilent le truc, ils ne sont plus là, il n'y a plus personne pour vous donner un retour ou vous dire si ça va dans la bonne direction ou pas. Et vous, quand vous êtes la personne qu'ils ont déléguée, vous sentez la difficulté dans laquelle ça vous met et les conséquences potentielles. Et vous pourrez me dire, à la limite, ces managers, à la limite, il y a un problème qui se passe. S'ils sont aussi absents, c'est qu'ils ne vont pas en ressentir les conséquences. Peut-être pas. Si c'est votre entreprise, si vous jouez à ça, vous sentez bien les résultats que ça peut avoir pour vous. Alors, ok, c'est facile, j'ai pu déléguer le sujet, mais c'est moi qui vais en subir les conséquences. Et ça, pour ça, j'ai vu le résultat de cette stratégie. Moi, ce n'est pas dans mon caractère, mais mon papa, il fait ça. Quand il y a une difficulté, un sujet qui est un peu potentiellement touchy avec ma mère, qui est un peu, voilà, le plus simple, c'est de se désinvestir. Voilà, c'est la laisser décider. Je mets de côté ma responsabilité, ok, je la laisse décider, c'est plus simple que de rentrer dans un conflit, etc. Voilà, discuter. Voilà. Donc, par exemple, il a transformé notre ancien garage en salon, et du coup, s'est posé la question d'y mettre des fenêtres, parce que c'est un garage, il n'y avait pas de fenêtre. Et ma mère trouvait que non, il ne fallait pas une fenêtre, il fallait une porte. Alors, mais il y a déjà une porte, pourquoi mettre une deuxième porte? Il ne trouvait pas ça très malin, mais il s'est effacé parce que voilà, c'est plus simple de laisser ma mère décider. Résultat, aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a une porte, le salon est sombre, ma mère n'y va jamais, c'est mon père qui passe son temps dans un salon sombre. C'est lui qui en subit les conséquences, mais il a évité le conflit. Voilà. Et voilà, dans la vraie vie, c'est pareil, c'est que si vous vous désinvestissez émotionnellement un peu artificiellement, c'est peut-être que si ça vous tenait à cœur au départ, il y avait peut-être une bonne raison. Et vous allez peut-être en subir les conséquences quand même. Et que renoncer à votre responsabilité et la laisser totalement à quelqu'un d'autre, ça peut peut-être avoir des conséquences fâcheuses. Donc pour moi, ça reste un échec. Une façon d'échouer quand on délègue, de se désinvestir complètement. Ce n'est pas une vraie solution. Et pour moi, une délégation réellement réussie, je me demande si ça n'implique pas un sentiment de co-responsabilité. Je reste responsable aussi et je partage cette responsabilité avec la personne à qui je délègue. La troisième idée reçue, la troisième idée que j'ai entendue, c'est, voilà, c'est simple, il suffit de faire confiance. C'est quelque chose qu'on entend souvent, et ça paraît être de la logique et pure, et on dit du bon sens. Voilà. Il suffit de faire confiance. Et d'ailleurs, on a tellement de problèmes, ces gens qui ne se font pas confiance, ça génère plein de problèmes dans les entreprises, ils ne se font pas confiance, ils ne délèguent pas, il faut qu'ils fassent confiance, et du coup, ils vont déléguer, il n'y aura plus de problème. Et a priori, oui, c'est super de faire confiance. Moi, ce que j'ai vécu vis-à-vis de ça, voilà, je suis partie, on dit, voilà, déléguer les tâches à faible valeur ajoutée, tout ça, tout ça. Le truc le plus simple, c'est déléguer le ménage. Voilà, tout simple. Et donc, j'ai fait mon petite expérience avec ça. Donc, premier cas, j'ai eu une dame qui est venue pour faire le ménage chez moi, sauf qu'à la fin, il restait des moutons de poussière cachés dans les coins, sous les radiateurs. Au lieu qu'elles soient enlevées, elle les cachait dans les coins. Je les retrouvais après. Voilà. Bon. Dans le deuxième cas, elle faisait le ménage à fond. Voilà, elle stickait tout, il n'y avait plus de moutons de poussière, mais elle cassait un truc quasiment à chaque fois qu'elle venait. Il y avait un truc qui passait, un vase. Voilà. On pourrait se dire,
à peu près même niveau de satisfaction. Voilà, ça pouvait être à peu près équivalent. Seulement dans un cas, dans le premier cas, au bout d'1 ou 2 semaines, cette personne-là, elle est partie au lieu d'1 heure et demie, au bout de 2, sans le dire, sans le prévoir. Et dans le deuxième cas, quand elle a cassé un vase, elle a fondu en larmes, oh, je vais bien faire, mais voilà, je voulais pas, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, dans un cas comme autant, si j'avais confiance de façon un peu équivalente en leurs compétences, il y avait une chose qui était très différente et qui faisait que dans le deuxième cas, j'avais voulu poursuivre la relation, mais pas dans l'autre. C'est que dans le deuxième cas, j'avais continué à faire confiance en l'intention. Je continuais à croire que la personne avait envie de faire son mieux et qu'elle avait mon intérêt aussi, qu'elle prenait mon intérêt en compte aussi et pas juste le sien. Et du coup, ça a fait que je n'avais pas du tout le même regard et la même attitude vis-à-vis d'une problématique ou d'une erreur. Dans le premier cas, je retrouve des motions de poussière sous mon radiateur, ça m'énerve. Dans le deuxième cas, elle casse un vase, et ben, j'essaye de voir avec elle pour trouver des solutions pour qu'elle en casse moins. Oui, moi. Non, j'étais un peu réaliste quand même. Et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait 2 types de confiance. Et qu'un des échecs, un des fails qu'on peut avoir, c'est de confondre l'une et l'autre. Ce n'est pas parce qu'on a confiance en les capacités de quelqu'un. Dans un cas comme de l'autre, je pouvais avoir confiance en leur capacité à faire correctement le ménage chez moi. Par contre, il y a un autre type de confiance qui était là et qui rentre en jeu, c'est la confiance en l'intention. Et que cette confiance en l'intention, ce n'était pas la même chose. Et que si on les confondait, ça pouvait mettre un terme brutal à la relation. Parce qu'effectivement, quand on a confiance en l'intention, on a tendance peut-être à pardonner plus facilement les erreurs, à vouloir aller au-delà. Tandis que si la confiance en l'intention, elle n'y est pas, on ne va pas du tout les percevoir de la même façon. Si vous pensez que quelqu'un n'a pas vos intérêts à cœur, ou qu'il a des intérêts divergents par rapport aux vôtres, ou qu'il risque d'aller à l'encontre des vôtres, vous n'allez potentiellement pas interpréter les erreurs de la même façon, pas les regarder pareil. Et cette façon de les interpréter, ces erreurs, elle va changer énormément ce qui va se passer dans la suite et sur la collaboration que vous allez avoir. Voilà. Et du coup, mon premier apprentissage, c'est qu'il faut faire attention à ne pas les confondre. Et de se poser la question, si vous avez confiance en quelqu'un, de quelle confiance vous parlez? Est-ce que c'est l'une, l'autre, ou est-ce que c'est les deux? La suite logique de ça, c'est aussi, bon, puisqu'on ne pourrait a priori pas faire confiance à tout le monde juste en claquant des doigts, choisissons quelqu'un en qui on fait confiance dans toutes ces dimensions-là. Et puis, les choses devraient bien se passer. Et on devrait pouvoir déléguer une fois qu'on a cette relation de confiance. Alors, pour ça qu'on met autant d'énergie à, des fois, à en parler, à essayer d'investir dedans. Et vis-à-vis de ça, il y a quelques temps, j'étais dans un café et il y avait un serveur qui s'est empressé de servir à une vieille dame son café. Et puis, voilà, il s'est empressé. Voilà, tenez madame, votre café. Voilà, et dans la foulée, il lui a renversé son sachet de sucre dans sa tasse, voulant bien faire par excès de zèle. Et la vieille dame s'est écriée, non, mais je suis diabétique, c'est tombé. Il ne fallait pas me mettre de sucre. Et du coup, le serveur, j'ai entendu bougonner, revenir, voilà, on veut bien faire, et on se retrouve à devoir refaire le café une deuxième fois et à recommencer ma tâche une deuxième fois. Mais elle lui a dit tout de suite. Et moi, j'ai vécu une expérience un peu équivalente de quelqu'un qui voulait bien faire comme ça. C'était ma nounou. Elle me changeait, elle avait une valeur pour elle qui était l'hospitalité, donc voulant me rendre service, elle me changeait la couche de mon bébé juste avant de me le rendre le soir. Bon, moi, j'avais un truc, c'est que dans mes valeurs, c'est que j'étais à fond dans le zéro déchet. Et que déjà, ça me fendait le cœur de voir toutes les couches que je jetais à la poubelle chaque semaine, chaque jour. Et que j'avais déjà dû renoncer à pas mal de choses par rapport à mes idéaux avec cette arrivée. Et du coup, elle me changeait cette couche et une demi-heure plus tard, j'arrivais chez moi, je lui donnais un bain et je lui rechangeais sa couche avant d'aller dormir. Du coup, je savais pourquoi elle faisait. Elle avait des bonnes intentions. Ce n'est pas un problème de compétence. Pourtant, ça générait une frustration qui restait dans le non-dit. Parce que voilà, j'avais clairement pas la même relation que cette dame et ce serveur pour qui, voilà, elle pouvait lui dire franchement, ça va pas. Moi, la relation avec la nounou, c'était pas le même investissement. Donc, c'était plus difficile d'avoir ces conversations-là avec elle.
Et en fait, ce que je n'ai pas fait, c'est expliciter mes divergences de valeurs avec elle. Comment elle pouvait savoir que c'était important pour moi, cette histoire de zéro déchet? Elle avait peut-être une valeur qui était bien plus importante pour elle, c'est une forme d'hospitalité, de me rendre service, de m'accueillir, alors que moi, j'avais des valeurs qui étaient un peu différentes et qui faisaient que je ne priorisais pas les mêmes choses. Donc, on avait beau avoir une confiance en les compétences et en l'intention, malgré tout, le fait qu'on n'ait pas explicité nos différences de valeurs, qu'on n'en ait jamais parlé, qu'on n'ait pas pu s'aligner là-dessus, faisait que ça générait de la frustration sur le long terme, vu que ce n'était pas discuté. Et c'était des petites choses, des petits choix qu'elle faisait au quotidien, qui n'étaient pas les mêmes que ceux que j'aurais aimé qu'elle fasse, même si elle voulait me faire plaisir, parce qu'on ne voyait pas la vie de la même façon, tout simplement. Donc c'est ça que j'ai appris, c'est que si on n'explicite pas nos valeurs, même si l'un et l'autre sont de la meilleure volonté du monde et qu'il n'y a pas de problème de compétence et de confiance, s'il n'y a pas ces discussions-là, on peut se retrouver à avoir des frustrations qui vont perdurer et des déceptions. Voilà. Des insatisfactions qui vont émerger d'une part et de l'autre et souvent qui ne vont pas être comprises. Et ça, dans la vie professionnelle, on le croise tout le temps. Quelqu'un à qui vous transmettez le fait de faire vos slides, lui, s'il valorise, je ne sais pas, l'efficacité d'y passer peu de temps, alors que vous, l'important, c'est l'image à tout prix, vous n'allez peut-être pas vous comprendre. Que vous fassiez 10 allers-retours sur un picto, alors que pour lui, l'important, il n'est pas là. C'est le message, le fond. Voilà. Toutes ces petites frustrations qu'on peut avoir quand on travaille avec quelqu'un qui fait qu'il va dans tous les petits choix qu'il va faire du quotidien, il va les faire différemment parce qu'il ne valorise pas les mêmes choses. Eh bien, si vous valorisez l'humain et que lui, il va valoriser le respect des règles, a priori, voilà. Il y a des petites choses qui vont se passer qui fait que vous auriez aimé qu'il fasse différemment. Et ça vous paraissait évident à vous parce que vos valeurs sont celles que vous avez. Mais pour lui, l'évidence, c'est de faire autrement. Et même s'il veut bien faire, et même s'il a les compétences. Et du coup, avoir ces conversations qui sont souvent difficiles, parce que parler de ces valeurs et des différences qu'on a de valeurs, ce n'est pas en général des conversations simples, évidentes, ça demande de s'exposer, de dire un peu qui on est et de voir de parler de nos différences, de points de vue aussi. Mais ça peut permettre d'arriver vers des relations et des solutions plus épanouissantes dans un cas et l'autre. Si j'avais cette conversation assez tôt avec cette nounou, potentiellement, elle l'aurait compris, elle aurait su comment je fonctionnais. Et même on aurait pu trouver une façon de rejoindre nos valeurs à l'une et à l'autre. Voilà. Elle, sa valeur d'hospitalité et les miennes, simplement, elle l'aurait changé pour me faire plaisir un peu plus tôt. Voilà. L'autre idée de bon sens qu'on peut entendre, ce que j'ai pu entendre, c'est « je peux simplement vérifier le temps de faire confiance ». Donc ça, c'est un peu le principe, par exemple, des périodes d'essai. Voilà, on va regarder un peu comment la personne travaille, la mettre à l'épreuve, le temps de voir si on peut lui faire confiance. Ça peut être aussi une idée assez simple, une personne qui veut déléguer pour se rassurer. Et a priori, c'est plutôt une bonne idée. Seulement, dans les faits, parfois, quand on a une expertise qui est très forte dans un sujet, par exemple, je suis développeur depuis très longtemps, je suis un très très bon développeur, j'ai une grande expertise dans ce langage ou dans ce qui se passe dans ce logiciel-là que je connais très bien, et bien quand je vais regarder comment un développeur à qui je veux déléguer, imaginons que si je suis un chef, une partie de ce travail-là, je vais dire, mais je vais le regarder travailler, je regarde comment il travaille, je ne suis pas d'accord avec sa façon de travailler, ça va me mettre des boutons parce que ce truc-là est important pour moi, je n'aurais pas fait ces choix de conception et je peux le vivre comme une grande frustration. Pareil, si je suis product owner et je vois la façon dont tu rédiges ces user stories, celle-là, c'est pas comme ça qu'on rédige des user stories, moi je ne fais pas comme ça, je ne mets pas les mots dans cet ordre-là, frustration. Parce qu'on y a passé du temps, on a investi à apprendre comment, à améliorer notre expertise sur le comment on le fait. Et ça fait que ça peut rendre très difficile de regarder quelqu'un travailler, le voir faire. Même si, en soi, il ne fait pas forcément… ça ne va pas avoir des grandes conséquences, on va avoir toutes les petites erreurs. Ça va être très dur de s'empêcher. Attention, si tu fais ça, ça va peut-être le petit problème que ça va générer, je le sais, moi, parce que j'ai passé du temps à perfectionner, à améliorer. Et ça, je l'ai vu. Un truc à la base, je m'en fichais, c'était de comment on étend le linge. Seulement, il y a eu une période de ma vie où j'ai dû étendre très souvent le linge, et puis…
voilà, moi, à la base, j'ai un parcours de physicienne et du coup, pour ne pas m'ennuyer en faisant ce truc-là, et à force de le refaire et de le refaire, eh ben, j'en ai fait un exercice d'optimisation de thermodynamique. Voilà, sur comment faire pour que le linge sèche le plus vite possible. Donc, on prend en compte, il y a certes la température, mais il y a le taux d'humidité, donc il faut espacer le plus possible. Enfin, bref. Et du coup, maintenant, ma mère, elle regarde comment j'étends le linge, elle dit waouh, c'est quoi ce truc? C'est une cathédrale que tu nous fais. Voilà. Et moi, quand je regarde, je peux plus la regarder étendre le linge. Je suis là, j'ai trop envie de changer, de refaire. Je dis voilà, ça va faire un pli, tu vois, ce que tu fais là, ou ça va augmenter le temps de séchage de ce truc. En vrai, c'est pas important. Les conséquences sont minimes. Et pourtant, j'ai créé une expertise. Je me suis investie dans le comment pour pas que ça me rende dingue. Et du coup, maintenant, je peux plus regarder quelqu'un étendre le linge sans que ça me génère voilà. Du coup, ça, c'est un fait, c'est surinvestir le comment, et du coup, y attacher de l'importance, c'est normal. Surtout si on a fait quelque chose longtemps, qu'on s'est créé une expertise dans un sujet. On a rédigé des user stories pendant très longtemps, on est devenu fort à ça, on a créé des... C'est normal de l'investir. Si ça a été notre domaine d'expertise, c'est normal qu'il mette son cœur dedans. Mais du coup, quand on est investi dedans, regarder quelqu'un faire et regarder faire quelqu'un différemment de soi, ce n'est pas forcément la bonne idée pour générer une relation de confiance. Des fois, c'est peut-être mieux de ne pas regarder et juste regarder le résultat. Et du coup, sinon, on peut être tenté de corriger, donner des conseils et faire du micromanagement qu'on connaît, cet anti-pattern si célèbre. Et si on a cette tentation-là, si on est investi dans le comment, tout simplement parce qu'on aimait notre métier ou notre domaine d'expertise, on risque de tomber là-dedans. C'est normal, c'est naturel. Et du coup, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut essayer de se rappeler ce qu'on gagne en fait en déléguant, en laissant de la place à l'autre, que ça soit l'autre qui fasse et pas nous, pas juste nous, pas être tout seul à faire ça. Et aussi se poser peut-être la question de ce qu'on n'est pas en train de faire quand on est en train de surveiller l'autre qui est en train de bosser. Qu'est-ce qu'on n'est peut-être pas en train d'esquiver ou de procrastiner, peut-être un sujet un peu plus difficile ou un petit peu plus désagréable qu'on n'est pas en train de faire. En tout cas, se rappeler de ce que ça nous coûte d'être en train de faire ça. Alors, et puis ça c'est aussi une bonne idée classique, c'est je vais essayer de m'assurer avant qu'on s'ait bien compris, pour éviter qu'il y ait des problèmes quand on délègue. Puis ça, c'est un peu l'idée classique du product owner. Moi qui ai bien appris mes leçons, j'ai fait un peu ce métier-là, c'est on va essayer de bien se mettre d'accord avant de commencer le développement, avec le développeur par exemple, qu'on s'est bien compris, pour éviter qu'il y ait des problèmes ensuite, vu qu'on transmet un peu cette responsabilité, on la partage de comment ça va être réalisé et de ce qui va se faire. Et c'est la bonne idée, d'ailleurs, c'est tous les principes du BDD, du Test Driven Development, c'est des critères d'acceptation, c'est on se met d'accord avant pour s'assurer qu'on s'est bien compris. Tout plein de pratiques qui sont liées à cette bonne idée. Et moi, je la connaissais, du coup, voilà. Un jour, j'ai eu besoin de déléguer quelque chose à mon cher et tendre. Je voulais aller faire une recette, j'avais besoin d'un céleri rave. Que vous voyez en photo ici. Je le connaissais un petit peu, je sais qu'une fois, je lui avais demandé je ne sais plus, si du filet mignon, il m'avait ramené des côtelettes de porc en me disant « Ouais, j'ai trouvé du filet mignon pas cher. » Du coup, je savais un petit peu, j'étais déjà un peu préparée. Je me dis « Cette fois, je ne vais pas me faire avoir, je vais l'envoyer au marché, mais avant, je vais préparer mon coup pour éviter les malentendus et je vais lui montrer des photos de céleri rave. » Je lui dis « Regarde ça, avec différentes lumières, on passe un peu de temps sur Google Images, tu vois, ça ressemble à ça et tout. » Ok. Après, ouais, c'est parti. Il revient, il dit « Ouais, je l'ai trouvé. Par contre, ils étaient petits, alors j'en ai pris 3. » Là, je dis « Ah, ça sent pas bon. » Je suis allée voir dans le sac les céleri raves. Et c'était des topinambours. Voilà, 3 petits topinambours. Donc, j'ai dû m'adapter. Parce que bon, pour la recette, c'était un peu loupé. Voilà. Je n'allais pas faire du céleri rémoulade avec mes topinambours. Mais j'avais quand même passé un quart d'heure avec lui à essayer de lui transmettre ce que c'était qu'un céleri rave. Et ça n'avait servi à rien. Voilà. Donc, moi, j'ai appris ça. C'est que ça ne sert à rien d'essayer d'éviter les erreurs à tout prix. Il y en aura toujours.
Il y en aura. Vous aurez beau essayer de mettre tout en place pour qu'on se comprenne bien, il y aura toujours des imprévus, il y aura toujours des erreurs qui vont émerger. Et parfois, vaut mieux essayer de prévoir et de s'y adapter plutôt qu'essayer de les éviter à tout prix. Voilà, j'ai changé mes plans, j'ai cuisiné autre chose, et puis voilà. Et puis c'est comme ça. Et je sais que si je l'envoie, il faudra que je me prépare à m'adapter au résultat. Voilà. Du coup, moi, j'ai appris ça. C'est qu'on peut perdre plus d'énergie à essayer d'éviter les erreurs qu'à s'y adapter. Okay. Donc ça, que ça avait ses limites. C'est très bien d'essayer de les éviter, mais voilà. Et puis voilà, on peut se dire, du coup, il suffit d'accepter les erreurs. Hein, en sagesse, on lit tout le temps, le droit à l'erreur, c'est important dans les organisations pour que les gens s'épanouissent, s'expriment, osent. Donc, il suffit d'accepter les erreurs. Ça fait partie de la vie. Bah oui. Alors moi aussi, je le sais, donc j'ai essayé. Donc, on a eu un bébé et on a décidé, après son arrivée, qu'on allait se partager les responsabilités et le travail, et que lui, il allait s'occuper de l'hygiène, changer les couches, le bain, tout ça. Moi, je faisais d'autres choses. Et puis, voilà, j'en vois qui rigole d'avance. On se met d'accord, seulement sur les conditions et tout, comment c'est. Voilà. Puis une semaine plus tard, après ce passage de responsabilité, je remarque que le bébé n'a toujours pas été lavé. Bon. Donc, ma question pour vous, c'est que faites-vous dans cette situation? A, vous levez la main, vous ne dites rien, c'est sa responsabilité. Voilà. Vous n'allez pas droit à l'erreur, tout ça. Vous n'allez pas commencer à vous immiscer sur le comment, etc. Pas de A? OK. Vous rappelez au dit conjoint que le dernier bain date déjà d'une semaine. Et hop, au fait, ouais. Ou c'est plus sioux, vous lavez le bébé discrètement sans qu'il s'en rende compte. Genre pour voir si quand même, au bout d'un moment, il le lave ou pas. Ou des autres. Voilà, vous avez une astuce et là, ouais, je viens les partages. Oui? C'est quoi le dé? C'est un peu, ouais, faut gérer quoi. Le bébé est déjà là. Qu'est-ce que d'autres dés? Non, pas d'autres options. Ok. Donc effectivement, différentes stratégies. Mais alors moi, effectivement, j'ai fait le B. J'ai rappelé, dans un premier temps, j'ai fait le B. Et du coup, la semaine d'après, c'était pareil. Il fallait re-rappeler et re-rappeler, re-rappeler. Et vous le savez que vous allez rentrer dans l'engrenage. Mais c'est difficile. Et ce n'est pas au clair là-dessus. Et puis, c'est quoi la limite? Je le dis, j'en parle, je le rappelle au bout de 2 jours, mais au risque de le déresponsabiliser au bout de 3 jours, 4 jours. C'est quand la limite? Est-ce que j'aurais dû attendre plus d'une semaine pour pas justement rentrer dans le piège et que du coup, je doive leur rappeler chaque semaine que c'est l'heure du bain? 1 an plus tard, je dois toujours rappeler quand c'est le jour du bain. Et, ouais, désolée, j'ai pas pensé à tout. Du coup, voilà, pour moi, l'échec là-dessus, dans lequel on peut tomber, c'est l'écueil, voilà, c'est le mot. L'écueil dans lequel on peut tomber, c'est de ne pas savoir ce qu'on est prêt à lâcher. Parce que si on intervient trop tôt, potentiellement, on loupe l'opportunité de laisser la personne grandir, se rendre compte de ses erreurs par elle-même et puis prendre sa liberté d'action sur comment on doit faire les choses. On peut être étouffant, rentrer dans le micromanagement. Mais à l'inverse, si on intervient trop tard, il peut y avoir des conséquences avec lesquelles on n'est pas prêt à vivre. Et ce n'est pas facile de savoir quand est cette limite-là. À quel moment il faut que j'intervienne, tant pis, quitte à ce que la responsabilité ne soit jamais partagée et que ce soit moi qui la garde. Ou à l'inverse, voilà, intervenir trop tôt et du coup, bêtement, perdre l'opportunité de partager cette responsabilité avec quelqu'un d'autre. Donc moi, c'est ça que j'ai appris. Et c'est, à mon avis, une des choses les plus difficiles, c'est quand on veut déléguer quelque chose, c'est d'être au clair sur les erreurs avec lesquelles on est prêt à vivre et les erreurs avec lesquelles on n'est pas prêt à laisser passer, quitte à anéantir la diffusion de la responsabilité. Sinon, on peut tomber dans le piège d'intervenir trop tôt ou peut-être trop tard. Voilà. Par rapport à ce qu'on veut. Et que c'est normal, en fait. Et que du coup, on ne peut pas juste
Dire on accepte les erreurs comme ça, bah voilà, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est lesquelles. Lesquelles, en général, il y en a quelques-unes qu'on n'est pas prêt à accepter. La dernière chose que j'ai voilà, on est dans le milieu de l'agilité. Bon, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous êtes dans des milieux qui sont, en général, du coup, qui aiment le changement et l'amélioration continue. Voilà, on aime s'améliorer, on aime que les choses changent, aller toujours vers des organisations qui sont mieux, plus efficaces, plus humaines, voilà, plein de choses. Et aussi, on aime bien la délégation parce que l'auto-organisation, tout ça, partage de responsabilités. En général, les agilistes aiment bien la délégation aussi. Ils trouvent ça par défaut assez cool. On allait vers plus de délégation, on a plutôt une idée positive derrière ça. Du coup, on peut se dire, bah, faisons les deux. Hein. On va à la fois mettre plus de délégation, plus d'autonomie, plus de responsabilisation des équipes, et puis en même temps faire plein de changements, etc. Faisons les deux. Alors, moi, là-dessus, j'ai été un peu naïve sur comment les choses se passent. En vrai, un des changements que j'ai voulu faire, par exemple, chez moi, toujours dans mon histoire de zéro déchet et compagnie, c'est me mettre à faire du compost. Vivant en appartement, ça impliquait non seulement d'avoir un petit seau à compost, mais d'aller le vider dans la rue d'à côté, dans un jardin partagé d'une association. Voilà, très bien. Je le fais, ça demande un peu d'organisation, un peu d'investissement, mais voilà, j'y vais. Puis, juste un peu après, du coup, je me dis, bon, mon cher étendre, est-ce que tu veux bien aller mettre le seau à compost dans la rue d'à côté, dans l'association? Bon, vous pouvez imaginer la réponse. Bah, même pas en rêve, mais t'es taré, toi, je suis pas folle, je suis pas fou comme toi avec ces histoires. Je vais pas m'emmerder à aller mettre cette poubelle dans la rue d'à côté. Si je la jette, c'est dans la poubelle normale. Du coup, bah, si je voulais que ça se fasse, il fallait que je le fasse moi-même. Chose était claire, on n'avait pas les mêmes valeurs exactement, j'y attachais plus d'importance que lui. Donc, si je voulais qu'on fasse du compost, il fallait que ce soit moi qui me bouge les fesses. Seulement, et ça a été à peu près la même histoire un peu avant, pour faire le tri sélectif. On est dans un immeuble où ça se remplit le bac jaune très très vite, et du coup, si on voulait jeter tout dans le bac jaune, il fallait, pareil, le mettre dans un bac qui est dans la rue. Sinon, il n'y avait pas de place. Première fois, pareil. Même pas en rêve. Moi, je le jette dans la poubelle normale. Si tu veux que ça se fasse, c'est toi qui le fais. C'est toi qui te bouges. Et ça a duré comme ça pendant des mois. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un confinement d'ailleurs, et du coup, tout d'un coup, aller jeter voilà, c'est devenu cool. Et du coup, il est allé pour une première fois. Et maintenant, depuis, ça fait pas un pli que du coup, si on doit jeter le recyclage, ça se fait dans la rue et il ne se pose même pas la question. Mais ça m'a pris, mais je l'ai fait moi pendant 1 an. À chaque fois, chaque semaine, c'est moi qui suis allée. Il est arrivé à un stade où ça lui venait même plus à l'esprit de le jeter dans la poubelle normale. Il s'est même plus dit, tiens, mais pourquoi je m'embête à le mettre dans cette poubelle dans la rue? Non, c'était devenu tellement dans le référentiel que naturellement, bah oui, je vais y aller, je vais mettre dans la poubelle qui est dans la rue. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé là? Là, je me suis rappelé de 2-3 trucs qu'on dit sur le management et le leadership, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, pendant 1 an, en fait, j'ai montré l'exemple, quoi. Tout bêtement. Et c'est ce qu'on peut appeler un peu faire preuve de leadership, l'air de rien. C'est que quand il y a un truc chiant à faire, qu'on veut que ça change, les façons dont les choses sont faites, et peut-être que c'est important pour nous, comment les choses sont faites, et peut-être que c'est important pendant un temps de le faire nous-mêmes et de le montrer. Et de le faire encore et encore, avant d'essayer de dire aux autres de le faire eux. Et là-dessus, j'ai vu, tu vois, à cet écueil-là, par exemple, dans un compte-rendu de conseil d'administration, les grands dirigeants d'une grande entreprise qui en avaient conclu, nous avons décidé d'interdire le command and control, de bannir le command and control, c'était la phrase. Et on est typiquement dans ce cas-là. Ils commençaient à déléguer le fait de se mettre à déléguer, mais ils n'étaient pas capables de le faire, d'arrêter le command and control. Par contre, montrer l'exemple avant, c'était déjà apparemment difficile, ça se voyait dans cette phrase. Voilà. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de... Du coup, pour moi, si le comment est important, c'est ce que j'ai appris, si vous voulez le changer, vous aurez peut-être intérêt à commencer
à attendre un petit peu avant de le déléguer et le faire vous-même, peut-être pendant un temps, avant de proposer aux autres de le faire. Voilà, c'est pas forcément… Et puis, derrière ce comment, sinon, il y a peut-être un objectif qui n'est pas explicite. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et ça serait peut-être intéressant de le partager. Voilà. Mais si le comment est important pour vous, la façon dont quelque chose est fait, c'est peut-être pas le bon moment pour se mettre à le déléguer si vous voulez que ça change. Voilà, c'est ce que j'ai appris. Même si, en tant que coach agile, ce n'était pas forcément un truc intuitif à la base. Donc, tout ça pour vous dire, en autant de mots, que voilà, moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est d'entendre les gens râler sur les managers qui ne savent pas déléguer, se dire dans ma boîte, ah, c'est de la faute des managers si ça ne marche pas, un tel ne sait pas déléguer. Non, il ne suffit pas juste de déléguer. Moi, à travers ça, j'ai vu à quel point c'était difficile. Que ça demande de l'introspection, ça demande de se connaître, ça demande d'avoir potentiellement des conversations difficiles pour bien le faire, et que ça ne se décrète pas dans un claquement de doigts. Et aussi qu'il n'y a pas de honte, du coup, à ne pas savoir déléguer, que c'est OK. Ça serait bien qu'on puisse se le dire pour pouvoir en parler et que peut-être on puisse discuter de ces choses-là qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, en vrai, si on ne sait pas déléguer, si c'est difficile, c'est d'abord peut-être parce que c'est important pour nous, que les choses nous tiennent à cœur, et il n'y a pas de mal, en fait, à avoir à donner de l'importance aux choses. Et il existe plein d'autres façons de se planter. Si vous en avez, on peut en parler. Là, je ne sais pas s'il nous reste un peu de temps. Il nous reste, on a un peu de temps. Oui. Je pense que la prochaine conf, j'ai pas pu faire mon Okay. C'est un timekeeper qui n'a pas de montre. Il nous reste combien de temps? Un petit peu. 5 minutes? OK. Et voilà. Et du coup, voilà. Pour synthétiser, voilà les façons de se planter que j'ai pu découvrir. Si vous en avez d'autres, je vous laisserai volontiers la parole. J'aimerais bien les entendre. Ou si vous les avez vécues. S'il y en a un peu dans la salle. Non, pas d'expérience particulière. Personne n'a jamais eu de difficulté pour déléguer dans la salle. OK. Si un jour vous voulez déléguer quelque chose, du coup, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu, mais si le sujet vous intéresse et que vous voulez essayer de déléguer, voilà, ça demande du courage d'apprendre, si c'est difficile pour vous à la base, et du coup, je vous félicite d'avance de vous lancer là-dedans. Et puis voilà, c'est le bonus pour cette fois. J'ai essayé de dire comment je pourrais donner un truc un peu utile, concret. Voilà, j'ai relisté les questions à se poser avant de déléguer quelque chose qu'on peut se demander avant de se lancer. Voilà. Quel est mon niveau d'investissement émotionnel, mon sentiment de responsabilité vis-à-vis de le sujet? Est-ce que je fais confiance en la capacité, en l'intention de la personne à qui je veux déléguer? Est-ce que j'ai discuté de mes divergences de valeurs avec elle et à quel point je sens qu'elles sont importantes ou pas? Et voilà, le comment compte pour moi. Est-ce que je cherche à éviter les erreurs? À quel point je cherche à les éviter? Et est-ce que, enfin, je connais mes limites? Quelles heures je suis prêt à accepter? Et enfin, est-ce que j'ai envie de changer les façons dont ça se passe actuellement? Voilà. Petite question que vous pouvez vous poser si vous voulez avant, et pour peut-être un peu pressentir les difficultés que vous pourriez avoir en déléguant. Voilà. Et puis voilà. Puis c'était tout. Merci. Merci à vous.